Bonjour à tous. Donc je vais suivre le style de Claudia et de rester sur la scène. Comme ça, je crois que c'est quand même plus pratique que d'être dans ce petit coin en angle. Par contre, je vais garder le micro parce que j'ai une voix qui ne porte pas du tout. Donc, on m'a demandé d'aborder la question de la chimiothérapie palliative et d'y inclure des aspects concernant les nouvelles thérapeutiques ciblées. Donc je voulais d'abord peut-être vous demander un petit peu chacun, puisqu'on n'a pas de système de vote, de réfléchir un petit peu à ce QCM, intérieurement, de voir quelle réponse vous donnez. C'est un choix multiple. Une chimiothérapie palliative, c'est une chimiothérapie en phase métastatique. B, une chimiothérapie au-delà de la 3e ligne. C, une chimiothérapie dont la probabilité de réponse est inférieure à 10%. D, une chimiothérapie dont l'objectif est de freiner la progression de la maladie. E, une chimiothérapie dont l'objectif est le maintien ou l'amélioration de la qualité de vie. F, une chimiothérapie en phase palliative avancée. G, une chimiothérapie en fin de vie. H, une chimiothérapie à visée psychologique ou compassionnelle. Je vous renvoie à la fin, il faut rester juste à la fin si vous voulez savoir les réponses. Alors, je voulais commencer par vous donner quelques vignettes cliniques pour vous présenter l'importance de la variation des situations cliniques pour la chimiothérapie palliative. Dans le premier cas, c'est des vignettes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Une femme de 65 ans qui a été hospitalisée en novembre 2013 pour une altération de l'état général avec un ictère et une forte perturbation cholestatique de son bilan hépatique. Elle avait un antécédent de cancer du sein traité il y a 10 ans à l'Institut Curie. Le scanner confirme une diffusion hépatique massive, manifestement métastatique. Il y a une discussion dans l'équipe, avec la patiente aussi, bien sûr, et finalement, il est décidé malgré un chiffre élevé, bilirubine à 120, de faire la seule chimiothérapie pratiquement possible dans cette situation clinique, le 5FU en perfusion continue. Malgré une petite aggravation initiale, elle a finalement très bien répondu, normalisation du bilan hépatique en 6 semaines. Elle a vécu 9 mois et elle est décédée en juin l'année dernière. La suivante, c'est une femme de 45 ans qui est célibataire, qui est au RMI, qui a des antécédents psychiatriques importants. Elle est suivie au CMP depuis de nombreuses années pour un état limite, tel que ça nous a été transmis. Elle présente un cancer du sein d'emblée métastatique au niveau osseux et pulmonaire, mais dont elle n'est pas symptomatique. Elle reçoit des chimiothérapies classiques dans cette situation, adriamycine, cyclophosphamide, taxotere, navegmine, sans beaucoup de résultats. Et finalement, comme ces traitements ont beaucoup d'effets secondaires, elle demande la suspension de la chimiothérapie. Eh bien, 3 ans plus tard, la patiente, on la suit toujours régulièrement. Elle vient dans notre hôpital de jour de soins de support, surtout au départ pour la problématique psychosociale qui était complexe. Elle avait beaucoup besoin de soutien. On travaillait en collaboration avec le CMP. Ensuite, effectivement, des symptômes sont apparus, d'altération de l'état général, amaigrissement, douleur, mais au jour d'aujourd'hui, elle est toujours en vie. La suivante. La troisième, c'est une femme de 75 ans, grand-mère, qui habite le quartier, et qui a depuis 2005 des métastases hépatiques et osseuses d'un cancer du sein, hormonorésistant, donc elle est traitée par chimiothérapie, compte tenu de son âge, des monochimiothérapies, qu'elle supporte bien, qui sont efficaces, mais qui, au bout d'un an, ou plus en moyenne, commence à ne plus être efficace et ça se voit sur des aggravations de son bilan hépatique ou l'élévation du marqueur au départ, puisque la maladie n'est pas symptomatique, puis la maladie devient symptomatique, elle présente une asthénie, des douleurs osseuses, on la met sous morphine, on fait de la vertébroplastie sur des vertèbres lithiques, lombaires, suivi de radiothérapie. Ça calme bien ses douleurs, ça permet de maintenir sa mobilisation. Et voilà, 10 ans après le début de ses métastases hépatiques, elle est toujours en vie, sous traitement de chimiothérapie, qui reste actif. C'est pour vous dire les progrès considérables quand même qui ont été faits ces dernières années avec des traitements spécifiques, puisque quand j'étais moi interne, et c'est pas si vieux, les métastases hépatiques dans le cancer du sein avaient une espérance de vie de 6 mois. Donc voilà, maintenant la question c'est qu'est-ce que c'est que la chimiothérapie palliative? Eh bien, ce que je voudrais vous faire passer avec cette diapositive un peu compliquée, c'est que le terme de chimiothérapie palliative est aussi impropre que peut l'être celui de sédation palliative, et c'est bien à la SFAP qu'on nous a appris à faire le distinguo
et a supprimé cette formulation au profit du terme sédation en phase palliative. Pour la chimiothérapie, c'est pareil, c'est un traitement, on doit lui attribuer le terme de chimiothérapie en phase palliative. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la phase palliative? Alors c'est là que ça se complique, puisque finalement, pour beaucoup de cancérologues, la phase palliative, et je pense que les paléontologues adhèrent aussi, je pense, à cette définition, la phase palliative démarre au début de la maladie métastatique. Seulement, quand on voit les nuances, on a en fait 3 phases palliatives. La phase palliative initiale, pour certaines maladies, les patients sont métastatiques mais non symptomatiques, c'est vrai dans le cancer du sein, donc au début en tout cas. La phase palliative avancée, la masse tumorale est importante, les patients sont symptomatiques de leur maladie, et non pas des effets secondaires de traitement. Pour certains cancers, on rentre d'emblée dans cette phase, comme le cancer du poumon métastatique ou le cancer du pancréas. Et puis, l'efficacité des chimiothérapies s'épuise, on rentre dans une phase terminale qui peut durer plusieurs semaines, en général on dit 3 mois. Les malades ont un OMS 3 ou 4, ils sont résistants aux traitements spécifiques, ils sont normalement arrêtés. Et c'est la dernière phase. Donc je pense que si on se réfère à cette définition, qui est encore très personnelle et il n'y a pas tout à fait de consensus national, je le regrette, pour définir exactement ces phases, la chimiothérapie palliative s'adresserait alors plutôt à la phase palliative avancée, c'est-à-dire des malades où la masse tumorale est déjà importante, les symptômes sont là, et l'espérance de vie est moins importante qu'à la phase initiale grâce au traitement spécifique. Et du coup, si on peut juste terminer sur la diapositive d'avant, du coup, de plus en plus, on voit que ce mot palliatif pour phase, il est assez flou, qu'il faudrait peut-être l'éviter en parlant de phase métastatique initiale, phase métastatique symptomatique et phase terminale. Ça nous enlèverait finalement ce mot palliatif un peu flou. De la phase palliative, des soignants sont perdus, ils disent mais il en est où de la maladie? On ne sait pas très bien. Et finalement, on voit que de plus en plus dans la pratique, le terme palliatif reste pour la référence aux structures, aux équipes de soins palliatifs, que ce soit équipe mobile de soins palliatifs, HAD de soins palliatifs, unité de soins palliatifs. Bon, je ferme la parenthèse. La suivante, donc. Alors, quels sont dans la littérature les bénéfices de la chimiothérapie en phase palliative avancée? Bien, les oncologues, ils ont quand même toujours, il faut bien le comprendre, l'objectif de contrôler la maladie. En termes de réponse objective, selon les nouveaux critères d'évaluation des CIS, en termes de stabilisation, ce qui n'est valable que si la maladie est en progression au moment où on fait le traitement, petite parenthèse. En termes de ralentissement de la progression, c'est quelque chose qui jusque-là n'était pas du tout démontré, acquis, mais j'ai vu récemment dans les abstracts de l'ESMO une étude démarrée avec ce design qui consiste à, au moment où la maladie progresse sur un scanner, randomiser entre la poursuite du même traitement, alors que la maladie progresse, et une abstention thérapeutique. Et là, bien, l'objectif, c'est bien de montrer que cette chimiothérapie pourra ralentir la progression. C'est un nouveau concept qui apparaît actuellement. Donc, le deuxième objectif qui corrèle du premier, c'est l'amélioration clinique en termes de réduction des symptômes. Et l'adage habituel, c'est de dire qu'une chimiothérapie efficace, c'est le meilleur traitement symptomatique, sachant que cette réduction des symptômes va pouvoir logiquement améliorer la qualité de vie dans le cas où la balance bénéfice-risque liée aux effets secondaires est positive. La suivante. Donc, juste pour vous dire que ce problème de balance bénéfice-risque n'est pas négligeable, car dans cette diapositive, qui est un des résultats du congrès d'ESMO qui a eu lieu la semaine dernière, on voit encore que l'évaluation, la différence d'évaluation des effets secondaires, quand l'évaluation est faite par le patient ou par le médecin, avec, pour certains symptômes comme l'anorexie, une différence de 74% des cas, c'est-à-dire que le médecin affirme que le patient n'a pas d'anorexie, alors que le patient, lui, dit qu'il en a dans 46% des cas. Donc c'est quand même toujours
une réalité, même en 2014. L'évaluation, si elle est faite via le soignant, elle sous-estime régulièrement l'impact des effets secondaires. La suivante. Donc, la chimiothérapie, dans l'évidence base médecine, la chimiothérapie palliative permet d'allonger la survie, quand elle est efficace, bien sûr. Et ici, dans cet article récent, une méta-analyse qui regroupe 14 essais randomisés dans la situation de cancer bronchique métastatique, randomisant chimiothérapie versus best supportive care. On voit que globalement, la chimiothérapie permet d'augmenter la survie globale, avec plus particulièrement une réduction de la mortalité à 6 mois de 28%, à 1 an de 11% et à 24 mois de 5%. Alors, la suivante. Le problème, il est jusqu'à quelle ligne cette chimiothérapie continue à avoir un effet favorable sur l'allongement de l'espérance de vie. Et là, c'est là qu'on rentre dans une sphère non explorée scientifiquement. Il n'y a pas d'essai qui inclut des malades en 4e ligne de n'importe quel cancer en randomisant versus best supportive care et qui permettent de continuer à affirmer qu'en 4e ligne, cette chimiothérapie allonge l'espérance de vie des patients, mais l'oncologue, lorsqu'il prescrit ces traitements, à titre individuel, il cherche à freiner la progression de la tumeur, éventuellement à obtenir une réponse, et dans ce cas, à prolonger la vie du patient. Alors, les thérapeutiques ciblées, puisque Anne m'a demandé cette difficile mission de parler aussi de ces nouveaux traitements. Globalement, il faut juste comprendre, on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le lieu, que les thérapeutiques ciblées, à la différence des chimiothérapies classiques qui agissent sur toutes les cellules en division du corps humain, d'où un profil de tolérance très mauvais, comme les problèmes d'aplasie, d'alopécie, de vomissement et de diarrhée. Les thérapeutiques ciblées sont des médicaments construits à partir des anomalies moléculaires oncogéniques connues de chaque tumeur. Donc elles ont des cibles qui fait que leur profil de tolérance est bien meilleur. La suivante. Il y a de nombreuses, je crois, 16 médicaments de thérapeutique ciblée à ce jour qui a l'AMM. Bien d'autres encore sont en développement, ce qui pose de gros problèmes scientifiques parce qu'il s'agit d'un petit nombre de tumeurs, donc ça pose des problèmes pour faire des essais de phase 3. Ça pose des problèmes économiques aussi parce que ça coûte très cher. Vous avez sans doute entendu parler de l'Avastin, un anti-angiogénique qui a l'AMM en première ligne dans un grand nombre de cancers métastatiques, sein, côlon, poumon. Peut-être aussi de l'herceptine, trastuzumab, un anticorps monoclonal anti-HER2 qui est toujours prescrit pour les tumeurs du sein, mais ciblé surexprimant le récepteur HER2. Vous avez sans doute entendu parler, pas rentrer dans les détails, mais des fameux médicaments oraux, Tarceva, Iressa, des inhibiteurs de tyrosine kinase, donc qui inhibent le récepteur GFR et qui sont donnés en première ligne dans les cancers du poumon métastatique si il existe des mutations activatrices et qu'on peut donner en deuxième ligne à tout le monde et que vous voyez souvent ces médicaments dans ces patients qui arrivent aux équipes de soins palliatifs. Donc les profils de tolérance, d'abord Tarceva Iressa, c'est par voie orale et c'est un profil de tolérance différent avec des problèmes de diarrhée, d'acné et d'asthénie. La suivante. Alors, de façon un peu plus provocante, je vais vous parler maintenant d'un autre effet de la chimiothérapie palliative. Donc on a vu l'effet sur pour freiner la tumeur, le bénéfice clinique sur les symptômes, l'allongement toujours souhaité par les cancérologues de l'espérance de vie. Maintenant, je vous parlais d'un effet qui a été décrit dans cette étude, une étude qualitative qui a fait un entretien de 15 patients en situation de chimiothérapie palliative, et il montre qu'en fait, il pourrait y avoir un rôle facilitant de la chimiothérapie en phase palliative en termes d'accompagnement. Je m'explique. Les patients expliquent
dans cette étude qu'ils sont tout à fait conscients de recevoir une chimiothérapie à visée palliative. Ils expliquent qu'ils ont confiance dans ce traitement qui a été donné par l'oncologue. Cette relation de confiance est très importante. Ils expliquent qu'ils ont compris la gravité de leur pronostic. Ils sont dans une stratégie d'adaptation que l'on voit souvent, qui est vivre au jour le jour. Et que les quelques périodes où ils n'ont pas eu de chimiothérapie, peut-être qu'ils ont été moins fatigués, mais ils ont trouvé ça très stressant, très menaçant pour eux. Le fait d'être sous chimiothérapie les protège en quelque sorte d'une angoisse un peu fondamentale et leur permet d'aborder plus facilement d'éventuels risques vitaux et planification des soins en cas d'aggravation. Même s'ils disent que ça reste toujours très compliqué pour eux d'aborder directement la fin de vie en analyse. La suivante. Car, bien sûr, on sait en cancérologie, il y a de nombreuses études non cellulaires, publiées dans le JAMA mais plein d'autres, qui montrent l'importance des discussions anticipées avec les patients, avec les proches, car ça diminue les soins agressifs en fin de vie, comme la ventilation, la resuscitation. Bon, c'est une étude américaine, les admissions en unité de soins intensifs, et ça augmente le taux d'admission en unité de soins palliatifs. Pour les proches aussi, moins le traitement est agressif, moins la période de deuil, plus la période de deuil va mieux se passer pour eux et il y aura moins de symptômes dépressifs. Voilà. La suivante. Alors, un autre effet de la chimiothérapie palliative, là, c'est carrément un effet protecteur. Enfin, non, je veux dire, un risque de la chimiothérapie palliative, c'est d'aller trop loin. Et dans cette fameuse étude du New England Journal of Medicine sur une population de 150 patients qui étaient randomisés entre chimiothérapie palliative et chimiothérapie palliative plus équipe mobile de soins palliatifs au minimum mensuel, et bien dans cette étude, on voit que les patients qui sont suivis dans le bras soins palliatifs, équipe de soins palliatifs, non seulement la qualité de vie est meilleure, il y a moins de syndrome dépressif, mais un effet auquel ils ne s'attendaient pas, il y a un allongement de la médiane de survie de 2 mois et demi. Donc ils vivent plus longtemps. Et pourquoi les patients qui reçoivent la chimiothérapie classique, habituelle, traditionnelle dans le cancer du poumon, et qui voient aussi l'équipe mobile de soins palliatifs tous les mois vivent mieux, plus longtemps en tout cas, et plus longtemps, la suivante, c'est parce que ces résultats sont publiés dans une autre étude, on constate qu'ils reçoivent moins de chimiothérapie intraveineuse dans les 60 derniers jours précédant le décès. Donc le travail par le recours à l'équipe mobile de soins palliatifs est aussi un travail qui permet de comprendre la situation palliative, comprendre le pronostic, comprendre les enjeux des traitements et permettre aux patients d'accepter finalement l'arrêt des traitements spécifiques lorsqu'ils sont clairement plus efficaces et de ce fait d'éviter des traitements intraveineux toxiques, car on sait qu'en fin de vie, la chimiothérapie peut carrément accélérer le décès. Et la suivante, je vous donne ici le pourcentage selon les études publiées. Il n'y a pas d'études françaises, il faudrait qu'on fasse, mais on ne l'a pas fait. Donc le pourcentage de chimiothérapie, le pourcentage de patients qui reçoivent une cure de chimiothérapie dans les 2 semaines précédant le décès, ça va de 5 à 20%. C'est quand même énorme. Et le pourcentage de patients qui reçoivent une cure de chimiothérapie dans les 4 dernières semaines, ça varie de 20 à 40%. Il est maintenant dans les standards que, dans les qualités de la fin de vie, c'est dans les standards des soins palliatifs, il n'y ait pas de chimiothérapie au moins le dernier mois précédent le décès. Alors, vous allez me dire, comment on sait que le patient va mourir dans 1 mois? Hein, je le connais, les oncologues. La suivante. Et là, je sors cette étude que Pascal connaît bien, qui est une étude où des facteurs, 4 facteurs très simples qu'on a dans tous les dossiers cliniques, l'état général
général, selon l'indice de Karnowski, le nombre de sites métastatiques, le taux d'albumine et le taux de LDH, ça vous donne un score qui va de 0 à 10. Et si vous avez tous les paramètres mauvais, c'est-à-dire un OMS 3 ou 4, plus de 2 sites métastatiques, une albumine inférieure à 24, des LDH supérieurs à 600, votre espérance de vie à 60 jours est de moins de 10%. Donc là, vous allez avec cette petite feuille voir l'oncologue et vous lui dites tu veux toujours faire ta chimiothérapie, et en général, ça aide. Hein, parce que les oncologues, ils ont besoin aussi de repères objectifs. Je vois que tout le monde n'est pas d'accord, mais on aura un temps de discussion. La suivante, bon, ça c'est très vite, c'est pour vous dire qu'en oncologie, beaucoup d'études ont montré, c'est pour vous aider, hein, beaucoup d'études ont montré que les soins palliatifs amélioraient la qualité de vie. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces études qui sont largement accessibles si vous voulez aller les lire. Alors, maintenant, je voudrais passer à la suivante et vous parler de quelque chose qui est très important, c'est le processus décisionnel. Maintenant qu'on a vu la partie un peu evidence-based medicine, le processus décisionnel. Ça, on l'a décrit dans les familles, mais vous pouvez effectivement vous référer sur le site de l'AFSOS, où vous avez des référentiels en soins de support, dont celui de la décision d'arrêt de traitement. Et on a bien décrit ça, donc ça s'est fait à l'aide d'une conférence de consensus un peu nationale, hein, parce que vous savez que tous les ans on se réunit pour se mettre d'accord sur des référentiels. Il y a 3 étapes pour la décision d'arrêt de chimiothérapie. Une ERCP qui peut être d'équipe d'oncologie ou par organe dans les centres de lutte contre le cancer, qui donne un avis technique sur l'existence ou non de drogues encore actives disponibles pour le patient, et sa compatibilité en fonction du profil de tolérance et des comorbidités du patient. Une réunion d'équipe, c'est vrai surtout pour les patients hospitalisés, c'est plus difficile pour les patients externes, avec les professionnels de soins dans lesquels le patient est hospitalisé, qui le connaissent bien, dans lequel on peut bien sûr faire intervenir tous les soignants de soins de support et de soins palliatifs qui connaissent aussi le patient. Et au final, la décision se prend dans le cadre d'un colloque singulier entre le médecin et le patient, dans le cadre de la processus de décision avec délibération, dans lequel le patient prend la part qu'il souhaite prendre dans cette délibération, avec au final une décision qui reste médicale. La suivante. Bien sûr, dans cette décision concertée, idéalement, le médecin doit bien informer l'échec du traitement précédent et la situation pronostique. Il doit recueillir le point de vue du patient, ses représentations de la maladie, du traitement, de son espérance de vie, ses souhaits de traitement actif, ses projets personnels, le point de vue de ses proches. Le médecin doit aussi informer sur la proposition de chimiothérapie palliative en termes de balance bénéfice-risque, la possibilité de soins de support associés ou en alternative à la chimiothérapie. Et enfin, il ne doit pas oublier de faire son travail, espérer le meilleur, c'est-à-dire une réponse à la chimiothérapie, mais aussi évoquer le pire, c'est-à-dire l'absence de réponse, les possibilités d'aggravation de la maladie et la planification des soins. Alors, tout ça, c'est quand même un monde un peu idéal, dans lequel, effectivement, il faut s'interroger sur le sens de la chimiothérapie en phase palliative avancée, car il faut éviter, si le patient est dans un espoir de guérison, il faudra bien que le soignant rétablisse un petit peu la réalité pronostique, et en tout cas, la notion d'incurabilité paraît quand même un pilier et un repère d'information pronostique très donné, à défaut de préciser l'espérance de vie qui n'est que statistique. Si le patient a l'espoir de vie plus longtemps, il faudra bien informer sur les objectifs en termes de réduction symptomatique, parce que si vous basez votre chimiothérapie palliative sur la réduction d'un symptôme, eh bien, s'il n'y a pas d'action sur ce symptôme, il sera plus facile de prendre la décision de l'arrêter. Si le patient exprime une peur d'être en phase terminale, au cas où on arrête les traitements, il faudra bien lui rappeler qu'on est là, qu'on continue la prise en charge et qu'on met en place la continuité des soins avec le domicile, avec un recours médical possible en urgence. Et si le patient, parfois, vous sentez qu'il est dans une demande par rapport à ses proches, il faudra bien sûr accueillir la parole des proches et essayer d'avoir une discussion tous ensemble pour réfléchir à la question.
Alors, il y a des limites, on va les voir, à cette vision un peu idéale de la décision d'arrêt des traitements spécifiques. Les limites de l'oncologue, bien sûr, il y en a. Je ne vais pas le nier. La limite liée aux surcharges de travail, quand ils ont 40 patients en consultation, c'est compliqué de prendre le temps qu'il faut, parce que quand même il y a un minimum de temps pour faire cette consultation, apprendre avec le patient et ses proches. Vous me direz pourquoi ils ont 40 patients dans une consultation. Bah oui, ça c'est vrai que c'est la bonne question. Parce que l'oncologue, il a parfois une représentation fausse, ça a été démontré par Guerra, qui montre que l'oncologue pense que son patient, il vaut mieux pour lui qu'il ne sache pas qu'il va rentrer en phase terminale. Ça va être une façon pour lui de le protéger, parce que l'oncologue est quand même quelqu'un qui cherche à faire du bien à son patient avant tout, comme tout le monde. Il y a aussi ce problème de manque de repères, c'est-à-dire que comme le même médicament, chimiothérapie, est utilisé à la phase métastatique initiale avec des allongements de survie pendant des années, et le même médicament est utilisé en phase palliative avancée, c'est compliqué et pour le médecin et pour le patient de faire la différence. Donc, c'est pourquoi les scores pronostiques, tels que celui que je vous ai présenté, sont très utiles pour qu'il y ait un moyen d'évaluation objective. Et quand vous avez OMS4, gravataire et hypoalbuminémie, il faut vraiment se dire que c'est le moment d'arrêter la chimiothérapie, sinon il y a un risque délétère d'aggraver et d'accélérer le décès. Il y a un manque de formation en communication, ils ne savent pas comment aborder les choses, et parfois ils ne sont pas toujours dans la possibilité d'avoir recours en soutien à des équipes de soins palliatifs. Il y a aussi des limites, et je terminerai là-dessus, par rapport au patient lui-même, parce que, comme on en a déjà un petit peu parlé dans le topo précédent, eh bien, la fragilité psychologique des patients confrontés à une mort proche est indéniable, ce qui provoque parfois des sentiments d'ambivalence. Ils veulent le traitement, ils ne le veulent pas, ils ne savent pas trop. Et même de vulnérabilité, c'est-à-dire que dans certains cas, ils ne sont même pas dans la possibilité de penser que c'est possible de l'arrêter et que du coup, il n'y aura plus moyen d'être sauvé, ou en tout cas de gagner un petit peu de temps. Cette fragilité s'exprime parfois par des comportements de patients qui sont demandeurs de traitement alors qu'on leur dit que c'est futile, inefficace ou disproportionné, et ils veulent absolument être dans une relation de confiance avec quelqu'un qui va les protéger. Et entre parenthèses, pour moi, l'absence de toute référence à cette vulnérabilité psychique dans le dispositif législatif dont on a à notre position, que ce soit la loi du 4 mars 2002, la loi Leonetti, me fait vraiment réfléchir sur l'ampleur du fossé qu'il y a entre les législateurs et le monde des soignants. Peut-être qu'on n'est pas assez capable de témoigner de notre expérience clinique. Donc, au final, je voudrais vous donner les réponses que moi je propose sur la chimiothérapie palliative. C'est une chimiothérapie, donc vous l'aurez compris, en phase palliative avancée et non pas en phase terminale. Voilà. C'est une chimiothérapie dont l'objectif est de freiner la progression de la maladie pour permettre aux patients de gagner du temps. C'est une chimiothérapie dont l'objectif est aussi l'amélioration de la qualité de vie par la réduction des symptômes. C'est un traitement qui n'empêche pas une prise en charge par les équipes de soins palliatifs, sauf dans les unités de soins palliatifs, avec toujours cette ligne rouge. Va-t-elle bouger? Je ne sais pas. Et c'est une chimiothérapie qui n'empêche pas, comme vous l'avez vu, de parler clairement avec le patient de sa situation de phase palliative avancée et d'avoir des discussions anticipées avec lui.